C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est le calme avant la tempête. Il y a un calme là qui s'installe. C'est un peu gênant là. J'ai l'impression de faire un one-man show là. Hyper bizarre, hyper bizarre ce truc là. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais. Très, très confortable pour moi, tu vois. Très, vraiment. C'est ironique, hein. Euh, Très bien. Donc, j'ai la chance et j'ai l'honneur de pouvoir intervenir sur une retraite de Media. Elle me fait intervenir dans ses formations, elle me fait intervenir dans ses retraites. Et je trouve que pour moi, c'est une chance de pouvoir, on va dire, développer encore plus ce que j'ai appris et ce que je découvre encore aujourd'hui dans quelque chose de totalement différent de ce que j'ai l'habitude d'expérimenter. Moi, le yoga, c'est pas du tout mon truc à la base. Et pourtant, c'était très jugeant de dire ça. Parce que finalement, j'ai découvert qu'avec le yoga, on parlait exactement le même langage. C'était tout à fait en fait le discours que l'on disait, sauf qu'on ne le disait pas forcément dans une forme de, je dirais, de sanskrit. Ok. Nous, on n'utilise pas les mêmes termes. Alors, pour dire on, c'est parce que je fais partie d'une académie. Cette académie, c'est l'académie de Yann Sidibé. Et Yann Sidibé, c'est mon papa. Et c'est lui qui a développé une méthode de soins. Elle n'est pas d'accord, hein. Elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas savoir. Elle a trop entendu ça. En gros, il a développé une méthode de soins qui travaille sur les mémoires du corps. Donc, ça veut dire qu'en gros, on part du principe que tout dysfonctionnement physique ou émotionnel a une cause et une origine. Et cette origine, elle trouve sa place au niveau des générations, mais aussi au niveau de tout ce que l'on a pu vivre dans notre vie et de qu'est-ce qu'on en fait. Et souvent, en fait, on se rend compte qu'à travers des douleurs chroniques ou des pathologies ou des problématiques, quelles qu'elles soient, souvent, en fait, on reste focalisé que sur la problématique. Et rester focalisé sur la problématique, ce serait exactement la même chose que de faire on va dire, il y a une casserole qui bout, et si je me concentre sur les bulles et que je me dis, voilà, ces bulles, il faut les éteindre, ben en fait, c'est que j'ai pas compris le processus. Il y a une flamme quand même qui initie tout ça, et c'est de se concentrer sur la flamme qui, pour, en tout cas, mon père a été important, et c'est pour ça qu'il a développé une technique qui maintenant existe, on va dire, ça fait plus de 30 ans, et c'est une technique qui est autour de la compréhension du corps physique, émotionnel et vibratoire. Donc ça veut dire que initialement, nous sommes des énergéticiens, mais je mets entre parenthèses parce que pour moi c'est un nom d'oiseau. C'est juste qu'on a une compréhension autour du corps physique et du corps vibratoire, et toutes ces informations que l'on a sur la structure vibratoire, qui n'est pas visible à l'œil, peut nous donner des informations sur la structure physique et sur la structure émotionnelle du corps. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que dans une ère où on est en constante évolution et où on a même de la surinformation, des fois, en fait, on se rend compte que dans le registre vibratoire, on est un peu désinformé. Je dis désinformé ou mal informé parce qu'en fait, on aime garder un truc un peu mystique, un peu mystérieux, un peu qu'on ne peut pas expliquer, alors que finalement, tout s'explique. Et c'est ce que mon père, en tout cas, a décidé de mettre en place, c'est d'expliquer l'inexplicable. L'inexplicable, tout s'explique. En vérité, tout ça, c'est des noms d'oiseaux. Donc, je vais vous faire un peu un tableau, un récapitulatif de tout ça. Et après, je vais rentrer dans le fond du sujet qui sera le transgénérationnel, aussi les influences de tout ce qui se passe dans nos vies et sur notre vie actuelle. Et aussi, on va parler un peu, parce que ça peut être intéressant de parler ici, de tout ce qui est les pratiques de médiumnité, les pratiques de chamanisme et de tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est autour de tout ça. Je pars du principe que le corps, ici, est un ordinateur. Et cet ordinateur, il nous donne énormément d'informations. Dans les premières informations que l'on a, c'est les informations, on va dire, côté papa et côté maman. Okay, et là, il s'agit de la vie d'un individu, mais de la famille. Okay, ça veut dire qu'en gros, maman, elle a un papa, elle a une maman, et ainsi de suite. Et toutes les informations que l'on a ici, on appelle ça le bagage transgénérationnel. Bagage transgénérationnel, c'est aussi un nom d'oiseau pour expliquer l'histoire de famille d'un individu. Et dans cette histoire de famille, on a les inscriptions physiques, on a les inscriptions émotionnelles. Émotionnelles, on va dire, admettons, papa a des colères, son papa a eu des colères, et ainsi de suite. Ça, c'est l'émotion de fonctionnement. Mais on a aussi les douleurs dramatiques. Admettons, j'ai des douleurs, admettons, liées à de la séparation. Ici, même principe, les mêmes douleurs liées à la séparation.
Et après, je vous reparle du physique, mais admettons, il y a des problématiques au niveau digestif ici, des problématiques digestives ici, et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose de concret. Et au niveau vibratoire, ce que l'on a, c'est qu'on a des informations qui vont nous parler, je dirais concrètement, de ce que je viens de vous expliquer, mais en plus de ça, de l'influence qui peut arriver de l'extérieur, dans le monde, je dirais, subtil, ou dans le monde vibratoire et subtil, ou dans le monde, en fait, physique. Donc ça, pour moi, c'est très important de le prendre en compte. Ça ne fait pas tout, mais c'est une information primordiale pour moi. C'est le bagage transgénérationnel, j'appelle ça l'origine. Cette origine, naturellement, c'est comme expliquer que ça, c'est une plante, ok? On va dire que ça, c'est un arbre avec ses racines, vous voyez un petit peu la symbolique. Et du coup, en fait, en gros, l'origine, elle nous parle du terreau. Elle nous parle de tout ce qui est, on va dire, tous les nutriments que la plante, elle a besoin pour grandir, ok? Donc, ça veut dire que si là, il y a un terrain qui n'est pas top en termes de douleur, il se pourrait que la plante grandisse d'une façon, je dirais, moins facile qu'une personne qui n'a pas un bagage, on va dire, difficile et douloureux. Je vais occulter le volet génétique parce que je ne suis pas biologiste, je ne suis pas généticien, mais on peut retrouver dans la biologie, en épigénétique, tout ce que je dis là. Donc ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, tout ce que j'explique là, ce n'est pas un truc du luberlu, c'est vraiment un truc qui existe et qui est concret et que la science aujourd'hui a pu en tout cas développer et découvrir, et donc c'est juste fantastique. Et ensuite là, on va parler de tout ce qui est la vie d'un individu, tout ce qu'une personne peut vivre dans sa vie. Tous les âges importants vont avoir une influence, vous le savez très bien, sur ce que je suis. Je prends souvent en fait cet exemple, mais admettons, si moi je suis un enfant et je sors de l'école et je me fais racketter, ou je sors de chez moi et je me fais racketter, ce que ça va générer, c'est peut-être des peurs, de revivre en fait la même situation. Je me suis fait racketter plein de fois et aujourd'hui, admettons, je suis un combattant en UFC, je casse la gueule à tout le monde, ben, ça a peut-être une explication tout ça. Vous comprenez la notion de cause à effet. Ça veut dire qu'en gros, la personne que je suis devenue est peut-être liée de près ou de loin à ce que j'ai pu vivre dans le passé. Ça, c'est de la logique, mais en même temps, c'est bien de le rappeler parce que des fois, on l'oublie. Donc ça, c'est important, mais je n'ai pas fini. On a un bagage qui s'appelle le bagage d'origine. Et parfois, dans les familles, et donc c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a des choses qui se répètent. Les schémas répétitifs, c'est des mots en fait qu'on peut entendre. Eh bien, les schémas répétitifs, ils se passent aussi en nous. Ça veut dire qu'en gros, des fois, l'histoire se répète. Mais attention, l'histoire, pas nécessairement. C'est la douleur qui se répète. Donc là, ce qui peut se passer, grand-papa a vécu la guerre, donc il a perdu, admettons, des camarades, et c'était très douloureux, c'était dans le registre du deuil et de la violence. Le papa, ici, lui, a peut-être vécu une séparation affective très douloureuse, et ça a été un drame dans sa vie. C'est une séparation, ce n'est pas la même histoire, pas le même registre, mais c'est une histoire de douleur, de séparation. Et peut-être que moi, en fait, en gros, j'ai vécu un drame, j'ai vécu peut-être en fait, j'ai vu en fait un accident, un drame qui s'est passé et aujourd'hui, je n'arrive pas à me réaliser. Donc, on va dire que ce sont des choses qui sont totalement différentes, mais chaque chose qui se sont passées négatives dans ma vie vont avoir une influence, en tout cas, sur le devenir de ce que je suis. Et en fait, souvent, il y a des notions de répétition. L'objectif pour nous, pour moi, c'est de comprendre le programme ici, je dirais le programme de souffrance, parce que je prends en compte que la structure négative, et ensuite j'essaye de voir la résonance, j'essaye de voir la répétition. Et si répétition il y a, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans l'individu, c'est de dire, là en gros je suis voué à répéter la même vie, on va dire, que mes anciens. Et donc après ce qui se passe, c'est que ça c'est du temps présent, santé affective professionnelle, c'est ce que l'on a développé. C'est qu'en fait, on se rend compte que la vie, c'est ça. L'affectif, ça peut être couple, ça peut être ami, ça peut être famille, ça peut être le relationnel avec l'humain. Et ici, c'est le relationnel avec sa réalisation de vie. Alors, je dis réalisation de vie. Quand on parle de professionnel, c'est ce qui amène peut-être la subsistance. Ça veut dire que si, admettons, je suis dans l'immobilier et que je gagne ma vie comme ça fonctionne aussi. Si, par exemple, en gros, je suis caissier à la Migros, ça fonctionne aussi. C'est tout ce qui est dans le registre qui va m'apporter une forme de subsistance pour que je puisse après me développer. Sans mettre énormément d'importance là-dessus, on ne peut pas en fait mettre ça, on va dire, sur un côté parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui se tirent une balle s'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans.
Donc ça, le côté professionnel est très important et très relié à sa réalisation de vie. Parce que combien de personnes aujourd'hui vivent une vie qu'ils ne veulent pas, mais surtout par rapport à ce qui se passe au niveau professionnel. Donc c'est pour ça qu'on le prend beaucoup en compte. Et là, je ne vais pas vous faire un dessin, mais tout ce qui se passe dans sa vie avec le relationnel à l'autre peut avoir en tout cas une influence sur notre existence. Maintenant, il y a un volet qui s'appelle le volet de la santé. Et ce volet de la santé, il fait écho à tout ce que le corps en fait a à nous donner comme message. Donc ça veut dire que en gros, le corps physique est un messager. Un messager, ça fait peut-être un grand mot, mais pourtant si on pousse l'idée, on va essayer de se souvenir de tous les moments où j'ai eu une émotion compliquée et où j'ai eu, on va dire, le corps qui répondait. Admettons, j'ai de l'eczéma à répétition. Si on essaye de pousser l'idée et de voir le comportement de la personne qui a de l'eczéma, on sait plus ou moins ce qu'il y a. Et souvent, c'est dans le registre du stress ou du conflit ou peut-être de l'anxiété, de la peur. Même principe peut-être pour les boules au ventre, même principe peut-être pour le mal de tête. Toutes ces choses-là sont expliquées, mais sont expliquées à la va-vite. On n'a pas poussé l'idée. C'est une forme de normalité, mais on n'est pas sûr. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas sûr? Et c'est là où je pense qu'on devrait vraiment pousser l'idée. Si on arrive à pousser l'idée sur des choses petites comme ça, on arrive à essayer de comprendre le pourquoi du comment de la pathologie, même si il va falloir essayer de gratter un peu plus que ce que je suis en train de faire. Le mental et les émotions sont très liés à la structure physique. Ce qui se passe dans ta tête, il va se passer automatiquement des choses au niveau de ton corps. Si par exemple j'ai, admettons, des boutons qui apparaissent, des boutons un peu, voilà, qui arrivent comme ça, des boutons tout blancs, et en fait on va se rendre compte que c'est parce que j'ai peut-être abusé sur le chocolat, j'ai peut-être abusé sur plein d'autres choses. Maintenant, on va dire que j'ai les mêmes boutons qui apparaissent, mais je n'ai pas abusé sur le chocolat. Je mange plus ou moins sainement, mais par contre, ça arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'essaie de comprendre la prédisposition à avoir telle ou telle problématique. Maintenant, ça ne suffit pas. Parce que des fois, sur des choses comme ça, on n'a pas l'information. Mais par contre, tout ce qui s'est passé dans notre vie ont généré un fonctionnement, une habitude. Et ce fonctionnement va avoir ou peut avoir une influence dans certains paramètres. Donc dans tout ce qui est problématique de peau, ça me donne un registre. Tout ce qui est problématique articulaire en fonction de la zone, ça me donne un registre. Même principe pour que ce soit les maux de tête et ainsi de suite. Je parle sur des choses simples, mais sur des choses au niveau pathologique, là on rentre dans des choses un peu plus poussées, parce qu'après il y a la notion vibratoire. Je vous ai expliqué en fait que le corps il était physique, le corps il était émotionnel et il était aussi vibratoire. C'est un volet qu'on va aborder tout à l'heure parce qu'en fait, le volet vibratoire et énergétique, c'est celui qui, on va dire, il est un peu dans une zone grise, alors qu'en fait, il n'y a rien de compliqué. Le tout, c'est de ne pas rentrer dans un truc un peu sensationnel pour faire un peu bouger les foules et dire, voilà, moi, je sais quelque chose que vous ne savez pas. Non, au contraire. Tout ça, là, ça, c'est très simple et ça s'explique vraiment très simplement. Le challenge pour quelqu'un comme moi qui essaye de comprendre la nature des douleurs et la nature des souffrances, mon challenge, c'est vraiment la résistance mentale. La résistance mentale, pourquoi? Parce que, en gros, on veut tous aller bien, mais on résiste énormément. Et en fait, les résistances, elles sont liées à des douleurs, et ces douleurs, en fait, génèrent une résistance qui est légitime. Donc, ce n'est pas un problème d'être en résistance. Le tout, c'est d'être conscient de ça et de décider de qu'est-ce qu'on a envie d'alimenter dans sa vie. Si je suis en résistance, c'est légitime. J'ai souffert. C'est normal. Je me suis pris des parpaings dans la tête. À un moment donné, je me suis protégé et je suis en résistance. Je suis dans mon conflit. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de bien ou de pas bien. Ça fait juste de moi quelqu'un qui est en réaction, en cause à effet de quelque chose. Maintenant, le truc, c'est que de cette résistance, et sans forcément s'en rendre compte, je vis en fait une vie. Et cette vie fait que je vais attirer aussi à moi des situations qui vont répondre à ce que je suis en train de vivre. Et donc, c'est là où pour moi, je vais commencer à parler de l'aspect vibratoire. Est-ce que quelqu'un a vécu ce moment où, par exemple, vous rentrez dans une assemblée et vous dites « j'ai pas envie de m'asseoir à côté de cette personne » et j'ai envie de m'asseoir à côté de cette personne. Est-ce qu'à main levée, c'est quelque chose que vous avez pu vivre ou pas du tout? Ouais. Vous rentrez dans une assemblée, vous vous dites, tiens, il y a une personne là, j'ai absolument pas envie qu'elle me parle. Mais pourtant, vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais vue, vous ne savez pas en fait qui elle est.
Et c'est très important de pousser l'idée autour de ça, parce qu'on va parler d'un ressenti. Ok, très bien, le ressenti, mais le ressenti, c'est quoi? Le ressenti, il est étroitement lié à sa structure vibratoire et énergétique. Le corps éthérique, il va nous parler de la santé du corps physique. Il est étroitement lié au chakra, ce que l'on peut retrouver en philosophie indienne. Et les chakras, les centres énergétiques, eux vont nous expliquer le fonctionnement physique, voire émotionnel du corps. Mais on va prendre en compte la structure physique. Ensuite, on a un corps émotionnel qui est un peu plus large et celui-là va nous parler de toute l'influence des mémoires de la vie d'un individu. Donc il va y avoir toutes les générations, il va y avoir toutes les informations du vécu aussi de la personne. Et ensuite, on a un autre corps qui s'appelle le corps mental. Et le corps mental, c'est comment est-ce qu'on va diriger un petit peu tout ça. C'est bien valide ou... Ça ne dit pas tout parce qu'en fait, on a éthérique, émotionnel, on a le vibrato, enfin on a le mental, on en a plein d'autres, ok, et même de différentes façons. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un prolongement de notre corps. Mais ces corps-là sont en nous, sont à l'extérieur de nous. Mais quand ils sont à l'extérieur de nous, ils nous permettent d'accéder à une forme de captation. En fonction de la sensibilité de chacun, on peut accéder à plus de sensibilité dans ce registre ou pas. Il y a des personnes qui vont ressentir qu'à côté de cette personne, je ne suis pas bien. Ou si cette personne elle est en colère ou elle est en stress, je vais le sentir. Mais d'autres personnes qui n'ont pas cette sensibilité. Mais ils n'ont pas cette sensibilité aussi. Pourquoi? En partie parce que leur attention n'est pas portée à ça. Je ne vous demande pas de porter votre attention à ce domaine subtil et vibratoire, mais c'est surtout en fait de prendre en compte, si vous n'avez jamais eu cette information-là, de le prendre en compte parce qu'on n'est pas qu'un bout de viande. Il y a le corps physique et le corps vibratoire. C'est lié, ce n'est pas détaché. Ce serait comme de dire, on va dire, vous savez, dans une maison, il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a toutes ces connexions sans fil, il y a plein de réseaux. Et on y croit parce que nos appareils, en fait, ils fonctionnent. Mais dans notre corps physique, il y a aussi tous ces courants-là. Dans notre corps physique, il y a aussi tous ces courants énergétiques et vibratoires. Et on peut les matérialiser, donc comme je le disais, par la chaleur, mais par plein d'autres choses. On a une multitude de choses. Si on arrivait à voir le corps humain par sa structure énergétique, on ne pourrait pas le voir, tellement il y a de choses qui passent. On a des courants donc, qui partent, on va dire, dans un sens ou dans l'autre, et qui partent d'un côté, de l'autre, ensuite qui reviennent à l'intérieur, qui partent d'en haut, qui repartent en bas, qui refont dans le sens inverse. On a des tourbillons tout autour de nous, on a des champs qui sont là tout autour de nous. Vous savez, quand on vous parle de l'aura, c'est une multitude de toutes ces choses-là, c'est toute une association de toutes ces choses-là. Maintenant, ça, on va dire que certaines personnes peuvent le capter, avec peut-être les yeux, s'ils en ont la capacité, peut-être avec le ressenti, les mains, ainsi de suite, ou peut-être avec des baguettes comme on le fait nous. Ce qui est important, c'est de se dire qu'à partir du moment où je veux essayer d'accéder à la compréhension du corps énergétique et vibratoire, ça veut dire que j'ai une intention derrière. Ce n'est pas pour faire du sensationnel, c'est pour essayer finalement de comprendre comment est-ce que fonctionne l'humain. Sincèrement et personnellement, je pense que tout ce que je suis en train de dire là, même si je reste très vague et très vaste, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre en tout cas au plus jeune âge. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de se dire que si une personne ne va pas bien et qu'elle est dans son coin, elle peut avoir une influence sur toi, et plus tu vas développer ta sensibilité, et plus peut-être que tu pourras être aussi impacté par cette personne-là, sans qu'elle ne t'ait touché et sans qu'elle ne t'ait parlé. Et donc c'est là où en fait, si on apprenait à comprendre qu'au fond, on est tous interconnectés et qu'on a tous une connexion ou peut-être même un miroir en face de nous, parce que peut-être que je ne veux pas m'asseoir à côté d'une personne, mais peut-être que cette personne serait celle qui me fera le plus de bien. Mais ce qu'elle représente, c'est ce que je n'arrive pas en fait à gérer dans ma vie. Et donc c'est là où pour moi, il y aurait toute une compréhension et tout un registre à développer autour de ce registre-là. Je ne vais pas m'égarer. Je vais revenir sur le sujet. L'influence du transgénérationnel sur ma vie. L'influence du transgénérationnel, donc vous le savez, on a la notion physique. La notion physique, c'est tout ce qui se passe en fait au niveau
Admettons, s'il y a des cancers qui se répètent ou s'il y a une problématique hépatique ou s'il y a des choses comme ça, on doit savoir. Vous savez que quand en fait on va sur un examen ou un examen très particulier, on nous demande les antécédents familiaux. Et ça, c'est une question qui n'est pas juste mise comme ça à la va-vite, c'est une question qui est très très importante. Mais en dehors de ça, souvent, on occulte le lien entre la problématique, je dirais, physique et le lien avec le drame qui est pas très loin. Ok, très bien. Non, n'aie même pas peur. Alors en fait, en gros, j'ai une baguette de soin. Cette baguette de soin, euh, on n'a pas besoin, vous savez, il y a des personnes qui vont te dire oui, non, l'énergétique, il faut du cuivre, il faut ci, il faut là. Non, ça c'est du laiton. Il n'y a pas besoin en fait d'artifice. Ok. Dans le registre de l'énergétique, à partir du moment où on commence à vous expliquer des choses farfelues et on vous dit moi j'ai un savoir, je peux vous l'apprendre, vous ne savez rien, tout ça pour moi c'est du vent parce que vous savez beaucoup plus de choses que vous n'imaginez même pas en fait la capacité que le corps en fait il a. Ce que je fais quand je fais ça, c'est pas mon savoir qui va être transmis, c'est le savoir de ce corps. Le corps est un livre, je ne suis qu'un lecteur. Le corps est un livre, je suis que humblement son serviteur si ensuite la conscience est capable et a envie d'apprendre. Et c'est en ça que, à partir du moment où on a envie de rentrer dans la compréhension autour de tout ça, il faut réellement être dans la volonté de travailler sur soi. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, on va réaligner ses chakras, on va se recentrer énergétiquement, mais sans conscience et sans profondeur. Et sans profondeur, ça veut dire quoi? S'il y a un décalage, il y a une information. Mais si tu veux juste réaligner pour réaligner, ça c'est bien dans certains cours de yoga, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'en fait, ça veut dire que chaque semaine, il va falloir que tu réalignes quelque chose. Et sans la compréhension, c'est comme si finalement tu n'écoutes pas le corps physique. Et donc c'est pour ça que je parle de la conscience. La conscience, c'est à quel point est-ce que tu es capable d'intégrer, à quel point est-ce que tu es capable de travailler sur toi pour quitter ce que tu sais et pour découvrir quelque chose que peut-être tu ne maîtrises pas ou que tu ne comprends pas ou que tu ne sais pas en fait, tout simplement. Et donc c'est là où je parle beaucoup de ça et je parle beaucoup d'ouvrir le champ des possibles. Ouvrir le champ des possibles, c'est comprendre que moi-même, en fait, ce que je sais là, je vais le perdre demain. Et il n'y a pas de problème avec ça. Et il faut qu'on le perde demain. Donc c'est pour ça que je reparle de résistance parce que mon travail en fait, c'est d'être beaucoup face à la résistance. Parce qu'en fait, je parle de quelque chose qui peut des fois même déranger. Parce qu'en fait, on va aller dans certains retranchements et dans certains fonctionnements que je pense ne pas être bien, mais difficile à lâcher et voire même impossible. Alors que rien n'est impossible. Il ne s'agit que de la perception que l'on a d'une chose. Est-ce que vous pouvez voir qu'elle a une épaule plus haute que l'autre? Est-ce que tu peux relâcher les mains, s'il te plaît? Oui. Ok. Si maintenant vous prenez l'habitude d'observer un être humain n'est jamais très droit. Un être humain, en fait, n'est jamais un mur, sinon il casserait. Il a besoin d'être flexible, mais flexible aussi à la vie, à tout ce que l'on a pu vivre. Et que l'on soit comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça nous donne une explication. Vous savez, les personnes qui marchent comme ça, les personnes qui marchent comme ça peut nous donner une indication. Et les personnes qui marchent comme ça, en tout cas, nous, dans l'académie, on s'est rendu compte que ça avait une indication à nous donner. Donc là, vous avez vu une épaule qui était là, c'est ça? Maintenant, l'épaule, normalement, veut dire que ça dirige ensuite la polarité. Ça veut dire que normalement, je devrais trouver la polarité dans le même registre. Donc on va dire que c'est laquelle d'épaule que vous avez trouvée? Plus haute, c'est ici, là. C'est ici? Ouais. Ok. Donc je vais regarder. Hop, très bien. Donc là, en fait, on est pas mal. Et en fait, la subtilité que l'on a, tu peux te rasseoir, je te remercie. La subtilité que l'on a, c'est qu'on n'est pas uniquement que sur un gauche. Ça veut dire qu'en gros, l'épaule ne me présente pas uniquement une tendance que là. Elle m'a présenté en fait une forme de séparation. Donc cette séparation, elle peut m'expliquer beaucoup de choses. On a une polarité. Donc là, on va dire que là, c'est gauche, là, c'est droite. Ok. On a une polarité ici. Et donc là, ensuite, j'ai eu plusieurs informations. J'ai eu un minéral. Donc en fait, j'utilise des outils qui sont, je ne sais pas si vous connaissez la lithothérapie. Je ne suis pas là-dedans. Je suis en fait dans une autre compréhension qui est de prendre la symbolique d'un minéral, tout simplement. Et de ce minéral va me donner énormément de choses. 5 éléments que l'on peut retrouver en médecine chinoise, mais que l'on a développé nous dans cette technique. 5 éléments qui nous amènent sur des organes, et ces organes nous parlent en fait d'un fonctionnement aussi vibratoire, voire même physique et émotionnel. Et de là, après, j'ai des émotions qui me parlent de certaines choses, et je vais aller les développer.
j'ai eu l'information ici et l'information grand-mère maternelle. Donc là, la question que je vais te poser, est-ce que tu connais ta maman déjà? Est-ce que tu connais la maman de ta maman? Est-ce que tu sais si cette dame a vécu un deuil ou une séparation qu'elle n'a jamais éliminé dans sa vie? Pas que je sache. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu la vie qu'elle avait envie de vivre? C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que je donne ça? Parce qu'en fait, en gros, quand je pars sur ce minéral, je suis sur le minéral de la communication et je suis sur le minéral aussi de l'expression. Donc ça peut être plusieurs choses. Peut-être qu'il se pourrait qu'au niveau générationnel et nous-mêmes dans notre vie, la communication, ce soit quelque chose qui soit difficile. Mais au-delà de ça, si ça, ce n'est pas le cas, ça peut être en fait lié à la notion d'expression de sa vie. Ça veut dire qu'en gros, je ne m'exprime pas au maximum de mon potentiel. Je ne suis pas forcément à l'endroit où je dois être. Alors ça, ouais, ça me parle plus. Par contre. Alors maintenant, est-ce que pour elle, ça a été le cas? Je pense que oui. Pour elle. Ok. Alors, les suppositions, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que moi, en fait, j'aime bien factualiser. Si c'est une supposition, je ne peux pas le prendre en compte. Maintenant, je vais parler d'autre chose. Est-ce que, au niveau familial, il y a eu des problématiques circulatoires, tension, voire cardio, voire problématiques cérébrales, des choses comme ça, ou pas du tout? Beaucoup de cardio du côté des mamans. Ok. Donc là, on va dire que ça, c'est l'information au niveau physique. Donc, quand les émotions ne parlent pas, le corps parle. Donc, ça veut dire que là, j'ai une tendance dans ce registre-là. On ne va pas forcément rentrer plus dans le détail dans ce registre, mais en tout cas, quand on a la notion de rein, c'est tout ce qui est dans le registre de la non-élimination et qui peut nous présenter aussi les non-dits et voire peut-être même les secrets de famille. Et dans cette notion-là, ça veut dire que ce programme-là, ici familial, me dit qu'il se pourrait qu'on garde énormément et qu'on ait du mal à éliminer les douleurs et les souffrances. Est-ce que ça, c'est le cas? Ok. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin là de faire du voyeurisme et même pas du sensationnel, mais tout ce que l'on sait, c'est que quand j'emmène l'information émotionnelle et que je la lie à un corps physique, le corps physique, lui, par contre, il ne ment pas, elle vient de me préciser ce que je lui ai demandé. Et donc là, c'est là où le corps, en fait, physique, lui, il n'est qu'en réponse à quelque chose qu'on lui donne ou qu'on lui donne pas ou qu'on alimente. C'est aussi simple que ça. Mais maintenant, il y a aussi autre chose. C'est qu'en précision, le NC, c'est du non-choix. Ça veut dire que je n'ai pas le contrôle. Je vais aller un peu plus en précision. Maintenant, est-ce que, par exemple, toi, dans ton fonctionnement, est-ce que on peut parler de perfectionnisme? Est-ce que je peux l'allier? Il y en a qui doivent se reconnaître ici, non? Est-ce que je peux l'allier à une notion de contrôle? Si j'ai le contrôle, tout est cool. Si je n'ai pas le contrôle, il peut y avoir une forme d'insécurité. Ok. Donc ça, en gros, ça explique, c'est la polarité qui me présente ce fonctionnement. Mais ça me présente que face au non-choix, face au fait de ne pas choisir quelque chose, de ne pas avoir le contrôle, c'est quelque chose qui peut être menaçant, en tout cas pour moi, et qui peut être difficile. Et donc, ça peut générer peut-être des notions de peur, mais je dirais même plus angoisse ou stress, des choses comme ça. Est-ce que ça te parle un peu? Ok. Donc vous voyez, en fait, on pourrait aller même beaucoup plus loin, mais l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans sa vie, c'est pas de faire du sensationnel, ça m'intéresse pas, mais c'est surtout pour vous expliquer que on pourrait aller gratter. Et quand je vous dis gratter, c'est pas gratter pour faire encore une fois du sensationnel, parce que je combats fermement ce truc-là, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, pour moi, un individu, il doit savoir, il doit développer la connaissance de soi, moins être sur ce qu'il pense savoir ou sur la connaissance extérieure des uns et des autres, mais surtout de revenir à quelque chose qui fait du sens pour soi. Peut-être que certaines personnes me connaissent déjà et savent que je parle énormément de ce qui est essentiel pour soi. Si je vis une vie qui ne fait pas de sens, automatiquement, il va y avoir la dualité qui va se présenter à la porte. Et la dualité va générer des choses pas cool dans le corps. Je vous donne un exemple. Je n'aime pas mon travail et tous les dimanches soirs, je me retrouve avec une boule dans le ventre et je vais aux toilettes, c'est compliqué. Vous comprenez le délire? Ça veut dire que je n'aime pas ce que je fais. Et là, à un moment donné, le corps répond à cette dualité, à ce conflit. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si j'essaie de me dire, OK, mon travail, peut-être que je l'aime.
je l'aime, mais c'est peut-être mes collègues en fait qui m'emmerdent. Admettons, on va essayer de pousser l'idée. Ok, on va pas changer de travail. Mon travail, je l'aime, mais c'est mes collègues qui ne vont pas. Mais ça veut dire que tu perçois tes collègues ou tu as une information autour de tes collègues qui est perçue d'une façon, mais que d'une façon, qui fait qu'à un moment donné, tu vas être affecté par la boule au ventre. J'en ai parlé récemment, je crois que c'était hier. Vous savez, si je dessine un 6 au sol, moi, la personne qui est en face de moi va voir un 9. C'est sa perception, c'est la mienne. Vous connaissez cette philosophie-là. Si moi maintenant je veux voir un 9, il faut que je me décale là. Mais d'alimenter un conflit quel qu'il soit, de toute façon, on aura raison les deux. Vous comprenez? Et donc, c'est qu'une histoire de perception. Il se pourrait qu'à partir du moment où je change de perception, mon travail et mes collègues n'aient plus l'influence qu'ils avaient en fait avant sur moi. Vous allez dire que c'est de la théorie et que c'est facile, et pourtant, en fait, c'est facile, c'est très simple, mais c'est difficile d'y accéder. Parce qu'en fait, on a trop de rigidité, trop de résistance et trop de conflits en fait autour de nous. Et tout ça accumulé dans nos vies, on crée des réalités et en fait, on a du mal à se développer autour de tout ça. Maintenant, je vais essayer de revenir très légèrement sur, admettons, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais ça peut le devenir. Le contrôle, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais ça peut le devenir. Il s'agit de qu'est-ce qu'on décide d'alimenter. Vous savez, cette phrase autochtone qui dit « on a deux loups en nous, un loup méchant et un loup gentil », on les a. Il n'y a rien de négatif en soi. C'est qu'est-ce qu'on décide d'alimenter. C'est très bien, on va aller voir Alma et en fait, notre vie, elle va changer. Mais malheureusement, elle ne va pas changer. Mais elle ne va pas changer pourquoi? Elle ne va pas changer parce que ce n'est pas à moi en fait, de faire le travail pour le monde. Et c'est là où c'est très troublant et c'est très délicat. C'est très troublant, je le dis. Parce que si on va voir quelqu'un, c'est parce qu'on veut que la problématique, elle s'enlève. C'est notre société. Excusez-moi. Je vais voir un dentiste, je veux qu'il m'enlève mon mal de dents. Je vais voir un médecin et j'ai une problématique, admettons digestive, je veux qu'on m'enlève en fait la problématique. On est légitime, c'est la société, c'est comme ça. Mais le truc, c'est que peut-être que la douleur au niveau de la dent et peut-être que la douleur au niveau du ventre, elle avait quelque chose à m'expliquer. Mais je ne veux pas savoir. Moi, je ne veux pas. Enlève-moi la problématique. Et ça, c'est ce que l'on est. Moi, le premier, initialement, je suis là-dedans. Mais quand on a les problématiques au niveau de la dent, on m'arrache une dent, ensuite on m'arrache une deuxième, on ne va pas m'arracher toutes mes dents quand même. Et concrètement, de mettre des pivots, ça coûte cher quand même. Ça, c'est autre chose. Mais en gros, on comprend qu'en fait, en gros, s'il y a une problématique et qu'on essaie à chaque fois d'effacer le problème, c'est comme si on est un petit peu à côté de ça. Maintenant, on a posé une question très très intéressante, c'est que du coup, tu vas venir chez moi et moi, je ne vais pas te libérer directement de ta douleur, mais je vais te faire prendre conscience de la direction que tu as prise et qui t'a emmené la douleur. Et c'est là où c'est très délicat parce que souvent, c'est très simple. Je vais te parler d'un fonctionnement qui a une influence tellement grande dans ta vie que c'est trop gros, que c'est juste non, c'est pas possible. Ben, en fait, c'est ce fonctionnement qui a généré tout ce que tu as pu attirer dans ta vie. Je m'explique un peu. En fait, vous savez, ces personnes qui, par exemple, sont en couple ou pas en couple, admettons célibataire, ils disent j'ai toujours le même type de relation. Je rencontre toujours le même type de femme, je rencontre toujours le même type d'homme dans ma vie. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même truc. Est-ce que selon vous, ça s'explique? Ça s'explique comment? On attire aussi ce qu'on dégage, dans le sens où Attirer, c'est quoi? on fait de la bonne attention. À force de se concentrer toujours sur la même chose, c'est ce qu'on va attirer le plus. Donc là, en fait, tu parles de concentration, donc tu parles de porter son attention sur quelque chose qui fait qu'à un moment donné, je vais porter ça. Mais admettons, moi, c'est bon, j'ai vécu un drame là, affectif, j'ai plus envie de revivre ça. Donc mon attention se porte sur j'ai plus envie de revivre ça. Mais pourquoi est-ce que j'attire encore? En fait, c'est là où on va aller pousser l'idée. L'intention est très importante. L'intention, c'est le moteur. Le moteur, il est pour moi primordial. Et en fait, on ne se rend pas compte de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. J'ai pris un exemple. Et ce gars, avec son frère, ils étaient pauvres et ils ont voulu sortir de cette galère. Donc, ils sont légitimes. Je suis pauvre, on n'a rien à manger. J'ai envie de devenir riche. Ils sont devenus riches, ok? Avec le temps, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils sont devenus riches. Mais quand ils sont devenus riches, ils ont fonctionné comme des pauvres. À aucun moment, ils se sont installés et ils se sont dit, c'est bon, maintenant on est riche.
Qu'est-ce qui est essentiel? Non. Je continue dans ma douleur. Je continue en fait dans ce registre-là. Le problème, c'est qu'en fait, ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire des enfants. Un garçon, une fille. Et ce garçon et cette fille, je connais le garçon en l'occurrence, et lui, il va avoir du mal à se réaliser. Il va essayer de plaire à papa, mais papa, il est dans son truc. Papa, il n'a pas le temps, tu vois, pour les conneries. Et pour lui, ben, il doit suivre la voie de son père parce que c'est la voie de la réussite, c'est ce qui lui permettra de ne pas être pauvre. Mais maintenant, si on pousse l'idée, est-ce que c'est une bonne motivation ou est-ce que c'est une motivation qui est liée à une douleur? Et donc c'est là où je reparle de moteur. Le moteur et l'intention est très important, de se reposer les questions à chaque fois. Rien de ce que l'on a fait dans le passé est négatif, sauf si ça a fait du mal aux autres. Mais rien n'est négatif en soi. C'est une expérience. Et c'est là où, par exemple, si je parle de mon parcours à un moment donné était initié d'un besoin de reconnaissance. Et de ce besoin de reconnaissance, ben ensuite j'étais dans un métier qui faisait du sens, mais dans ce besoin de reconnaissance. Mais quand je me suis reconnecté à ma sensibilité et à ma réalité de vie, ben, j'avais rien à foutre là. Mais pour changer ça, mais ça veut dire que je mets plus de 25 ans de ma vie à la poubelle? Mais en fait, non, on n'a rien à mettre à la poubelle. On pense qu'on doit mettre à la poubelle, mais on doit utiliser uniquement en fait ce que l'on a et ce que l'on sait faire, mais pour faire différemment, mais se poser la vraie question de qu'est-ce qui est essentiel. Peut-être que vous allez me dire de se poser la question de qu'est-ce qui est essentiel quand on est gamin, ça serait important, mais je dirais pas forcément, au fond, parce qu'il faut aussi vivre ce qu'on en a à vivre et tout ce que vous avez vécu, il faudrait arriver à vous dire, si j'aurais dû revivre la même chose, je revivrai la même chose et je referai pareil. Pour moi, en fait, une vie de regret, c'est une vie qui nous emmène dans les abîmes et qui c'est très délicat. Quelqu'un qui vit dans le regret, c'est quelque chose de très très lourd. Maintenant, au-delà de ça, on a parlé de moteur, on a parlé de cette notion d'intention et ainsi de suite. Et bien en fait, en gros, dans cette intention, dans ce moteur, ben, on vibre quelque chose. Je suis en colère. Si quelqu'un est sensible dans cette salle, même si je ne parle pas, ils vont le sentir. Si je suis angoissé, quelqu'un ne me connaît pas dans cette salle et sans cette sensibilité, avec ce truc, sans en fait mes angoisses, ils vont le sentir. Et c'est là où en fait, ça, c'est au plus petit, c'est au plus court, c'est là, on est entre nous. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, que toutes les personnes qui ne savent pas forcément pourquoi est-ce qu'ils font les choses, ou du moins ils n'ont pas de direction, ils ne savent pas forcément où ils vont, ils émanent quelque chose qui fait écho à leur douleur. Mais pourquoi? Parce que naturellement, l'être humain n'est concentré que sur ce qui lui a fait du mal, directement et indirectement. Si on me dit oui, moi je suis joie, amour, paix, tout ça, et que je regarde ensuite dans le programme et que je me rends compte qu'il y a tout sauf qu'il y a tout sauf de la paix, je me dis il y a peut-être quelque chose à travailler. Le verbal est une chose, mais ce que le corps a à m'indiquer est une autre chose. À partir du moment où il y a des problématiques physiques, ça veut pas dire qu'on n'est pas sur notre direction, mais ça veut dire qu'il y a encore des résidus et qu'il y a encore à travailler. Maintenant, au-delà de ça, l'univers ne fait pas la différence entre la négation et entre le côté positif. Je ne veux pas d'accident, je veux un accident. Mon attention est portée sur l'accident. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir un accident, mais ça veut dire que toute ton attention est portée là-dessus. Si je vous parle d'une voiture rouge et que je vous dis, regardez les voitures rouges, maintenant que des voitures rouges, vous allez regarder que des voitures rouges parce que votre attention sera portée là-dessus. Et vous allez dire, c'est intéressant, je vois que des voitures rouges, mais les voitures rouges étaient déjà là. C'est uniquement parce qu'on était borné, enfin en tout cas on était dans notre truc, dans notre tunnel, que l'on ne voyait pas en fait toutes ces choses-là. Donc dans un sens, oui, l'attention, c'est ce qui va faire en fait que tu vas pouvoir attirer, mais il y a aussi le relais vibratoire qui lui va répondre à ton intention et qui va faire qu'à un moment donné, tu vas attirer quelque chose. On a par exemple des personnes qui ils vont se dire tout le temps: «Ah ben ouais, lui c'est un chat noir. Lui, il lui arrive que des couilles». Ou elle là, elle arrête pas de tomber, elle arrête pas de voilà, quand on est avec elle, il y a un problème. On connaît un petit peu ce truc-là. Ensuite, on va créer une forme d'égrégore, on va dire: «C'est une réalité, ça existe, c'est vrai». Elle-même va le penser, lui-même et en fait, en gros, on va créer une réalité et en fait, ça va se matérialiser. C'est le côté un peu bizarre des choses et pourtant c'est factuel. Je n'ai pas envie de vous prouver quoi que ce soit. J'ai juste envie finalement que vous portiez votre attention à
ce qui semble un peu bizarre, à ce qui semble un peu pas explicable au premier abord. Vous savez, on a la science, mais la science, elle est adaptée pour le corps physique, pragmatique, ça, les os, le sang et ainsi de suite. Mais il y a aussi toute une science autour du côté vibratoire et énergétique. Et cette science, elle est biaisée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de plein de choses. On part dans tous les sens et souvent dans ce tous les sens, on est brouillé un petit, on est dans un brouillard un petit peu de plein d'informations, de trop d'informations et on ne sait plus trop où est-ce qu'on se retrouve. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps physique et les émotions sont étroitement liés à ta structure vibratoire. Et ta structure vibratoire va faire aussi, de près ou de loin, que tu vas attirer à toi certaines situations et que tu vas revivre aussi certaines situations. Je vais donner un exemple que j'ai tout le temps en séance et que je l'ai eu d'ailleurs même aujourd'hui. Deux personnes se rencontrent, un papa et une maman. Et le papa, il a une vie. On va parler de certains registres et dans ce registre-là, il y a de la douleur. Et c'est très particulier parce que souvent, dans la séance, je me rends compte que la maman, elle a vécu plus ou moins la même chose. Elle a vécu exactement, on va dire là en l'occurrence, la même chose, de façon différente, mais c'est dans le même registre. Et en fait, on se rend compte que deux êtres ne s'attirent pas pour rien. Deux êtres s'attirent toujours pour quelque chose. L'erreur serait que un être ait besoin de l'autre pour pouvoir se compléter. Et en gros, quand on est là-dedans, ça veut dire que sans l'autre, je ne suis rien. Vous comprenez en fait un peu ce principe? Et donc c'est là où j'aime à penser que si on arrive à se développer personnellement, individuellement, chacun, à un moment donné, la rencontre fera du sens. Mais cette rencontre ne peut pas se faire facilement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une idée sociétale de Roméo et Juliette, du prince et de la princesse charmante, et qu'en fait, on se vend des histoires et on se conforte dans des histoires qui sont illusoires, qui n'existent pas, et qui aussi font quelque chose qui nous enlève notre autonomie, notre indépendance et notre responsabilité dans tout ce que l'on fait et dans tout ce qu'on attire, en tout cas dans notre vie. Et donc c'est pour ça que pour moi, il est important de revenir sur ce qui fait du sens. Maintenant, quand je donne une information, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit suivre exactement ça. Ce que je dis, c'est ma façon de lire le livre qui est en face de moi. Et cette façon-là, elle va nous donner une information, mais ça ne veut pas forcément nous parler à nous, parce que peut-être que moi j'ai l'habitude de lire des livres de science-fiction, peut-être d'autres ont l'habitude de lire des romans ou d'autres choses, et en fait c'est là où il en va ensuite de la perception des choses. Et je pense que si on doit essayer de vouloir aller vers un mieux-être ou vers je dirais quelque chose de mieux, il faut aller gratter, il faut aller pousser l'idée, et il ne faut pas rester uniquement que sur, on va dire, moi, ma parole, ou sur autre chose. Il faut mettre en application tout ce que je dis, tout ce que d'autres disent. Ne prenez pas, on va dire, cette conférence comme étant une vérité absolue. Vous devez mettre en application tout ce que je vous ai expliqué, mais mettre en application, c'est se mettre à écouter, essayer de comprendre, essayer de pousser l'idée autour de tout ce que je vous ai expliqué. Et donc c'est pour ça que pour moi les séances sont importantes dans un sens, c'est qu'elles doivent amener une logique totalement différente. Et cette logique différente, ça va être une logique peut-être qui était très simple et basique, qui était là, mais que l'on a un peu oubliée. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez vécu des expériences dans le côté énergétique et vibratoire difficiles ou pas du tout? Il n'y a personne qui va se prononcer. Difficile, ça veut dire, admettons, je suis allé voir, je sais pas, j'ai fait une cérémonie ayahuasca, j'ai vu des tulipes, des dromadaires et un extraterrestre qui est venu me parler, ce qui est sûrement le cas, mais en même temps, aujourd'hui, je suis bourré d'angoisse et j'arrive pas à me réaliser dans ma vie, tu vois? Donc j'ai eu des informations, les extraterrestres existent, ok, mais en même temps, ma vie, c'est compliqué. Tu vois, ça c'est une expérience, en tout cas dans le registre vibratoire, qui est négative. Tout ce qu'une personne, un médium ou quoi que ce soit en fait peut vous dire, peut générer plein de choses en fait en nous. Peut générer plein de choses parce qu'en fait, si par exemple on nous parle d'un passé révolu que la personne ne connaît pas et qu'elle commence à nous en parler, ou si elle nous projette, on va dire, un avenir qu'on a peur ou que l'on sait ou qu'on l'imagine, je ne sais pas,
Eh ben, en fait, en gros, ça peut générer une déstabilisation. Moi, je parle de manque d'équilibre. La vraie question, c'est au fond, admettons, on va parler là, comme tu en parles, de médium. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin, selon vous, d'aller voir un médium? Je fais le mec, hein, mais je suis allé voir moi. J'ai touché, hein, je suis allé gratter un peu, hein, tu vois. Pourquoi? La curiosité, pourquoi faire? Pour se rassurer? Là, en l'occurrence, c'est malheureux, mais elle n'a pas été rassurée. On va dire 50-50. D'un côté, on est rassuré, d'un côté, on n'est pas rassuré. Donc, je vous dis tout de suite, ça ne va pas forcément rassurer. On va essayer de prendre le bon côté négatif, mais voilà. Euh, Au fond, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'aller voir un médium? C'est vrai qu'on peut tomber sur des infos claires, précises et directes, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais il y a des choses qui sont quand même assez extraordinaires. Maintenant, c'est là où moi je veux vous emmener à comprendre quelque chose. Comprendre quelque chose, admettons, dans ce registre-là. Vous savez, aujourd'hui, on a les chamans 2.0, on a les médiums d'Internet, on a vraiment tout ce qui se fait. Et moi-même, hein, on peut me catégoriser dans une catégorie, mais je n'ai pas le même message parce que mon travail, c'est quand même d'amener à l'autonomie, d'amener à dire que l'on a quelque chose en nous et que l'on doit ici d'aller le chercher. Ce n'est pas à moi d'aller chercher, je mets en lumière certaines choses, mais ensuite on doit avancer vers quelque chose. À partir du moment où il y a une personne qui prend le contrôle sur la vie d'un individu, quand je parle de ça, et pour moi c'est concret, c'est que si un médium commence à nous expliquer que la femme avec laquelle on est, c'est pas bon, et que en gros il va en rencontrer une autre, et celle-là, ça sera la femme de sa vie, et bien là en fait ça va générer un conditionnement et quelque chose d'autrement toxique pour un individu. Pour un individu, mais pas que pour l'individu, pour l'entourage, vous le savez très bien. Et donc c'est là où pour moi, ça enlève la responsabilisation. Et généralement, quand on veut rentrer dans ce registre-là, ça veut dire qu'on est dans des attentes et des besoins et que dans le biais dans lequel on va, on n'a pas la réponse. Et si on n'a pas la réponse, ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est pas bien, ça veut dire qu'il se pourrait que la direction que tu prends n'est pas forcément celle que tu dois prendre. La curiosité, c'est pas négatif. On doit faire l'expérience de tout ça. Mais maintenant, il serait intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça vient foutre là. C'est pour moi intéressant qu'on élabore ce sujet quand même parce que il y a beaucoup de choses qui sont très dramatiques. Une personne que je connais, elle est allée voir un énergéticien, il lui a dit en fait, elle vient parce qu'elle a une problématique, ok. Et en fait, elle va voir un énergéticien. L'énergéticien lui dit, oui, tu as un trou en fait vibratoire ici, et donc il la laisse avec ça. Donc en fait, elle va mieux pour sa problématique, mais elle a une autre problématique qui est j'ai un trou vibratoire ici, tu vois. Vous vous rendez compte en fait de ce que l'on peut gérer en fait dans la tête des gens, ou alors ces personnes-là qui prennent possession de l'autre en disant que voilà, en gros, tu as eu un jumeau dans le ventre et ce jumeau est mort et en fait c'est pour ça que toi ta vie tu peux pas la réaliser parce que tu es encore là-dessus. Ça c'est la mode, hein. Ça c'est la mode et je pense que vous avez déjà dû l'entendre. Et en fait ces choses-là, elles ne sont pas pragmatiques et pas factuelles. Elles sont pas pragmatiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, si on pousse l'idée, si un jour ma fille, quelqu'un vient lui dire ça, ben moi j'étais là à l'échographie. Vous comprenez en fait ce que je veux dire? On peut aller pousser l'idée et vous allez me parler, oui, mais alors c'est le jumeau de avant. Ok, on peut aller pousser l'idée, mais quelle est l'utilité? C'est là où en fait il est important de se dire, qu'est-ce que j'alimente encore une fois, de pouvoir entendre toutes ces choses-là. Dans le registre vibratoire et énergétique, la planète, il est important de la prendre en compte parce que la planète est un corps physique. La planète, c'est quelque chose de physique, de matériel, comme notre corps. Cette planète, elle a aussi une structure vibratoire et énergétique. On va parler de courant tellurique, on va parler de plein de choses. Mais on va parler aussi d'un monde qui s'appelle le monde astral, le monde des fantômes, le monde un peu de trucs bizarres, d'entités, de choses comme ça. Que ça existe, que ça n'existe pas, tout ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si on a des personnes qui ont des perceptions extrasensorielles, extralucides et ainsi de suite, si elles ont ces captations, il se pourrait qu'il y ait un monde aussi autour de tout ça qui en tout cas est là. Dans le monde astral, on a du monde. Il n'y a pas que nous, il y a du monde. Et ce monde, il est à la fois positif et à la fois négatif. Mais nous, êtres humains, nous n'avons pas forcément le discernement de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Et pourquoi nous n'avons pas le discernement? Parce que nous sommes encore dans nos problématiques de papa-maman, dans nos problématiques de vie, dans nos problématiques financières, matérielles, existentielles.
Et tant qu'on est encore dans ces problématiques-là, on n'aura pas forcément le discernement nécessaire. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que là, je vais vous emmener sur quelque chose. On a par exemple des passeurs d'âme, des médiums, des chamans et tout ça, et en fait, ils le sont devenus après un drame. Ils le sont devenus après la mort de quelqu'un. Quand ils perçoivent quelque chose, c'est souvent le grand-père d'un tel qui est venu me parler, et ainsi de suite. On est souvent dans le registre mortuaire. Et dans ce registre-là, c'est là où en fait je trouve qu'on utilise un peu la crédulité des gens et qu'on les broie en fait dans quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on occulte le fait de présenter et de dire qu'on est constamment dans la mort. On est constamment dans quelque chose qui n'existe plus et qui n'a plus rien à faire ici. Et c'est là où je me dis, à quel moment est-ce qu'on met en avant la vie? À quel moment est-ce qu'on met en avant le travail sur soi? À quel moment est-ce qu'on met cette notion de pouvoir se libérer de toute influence, on va dire, extérieure qu'on pourrait nous mettre dans notre tête, dans notre cœur, et à quel moment est-ce qu'on pourrait être autonome? Je ne dis pas que toutes ces pratiques sont négatives, parce qu'à la fois, il y a des gens qui font le bien, il y a des gens qui font le mal, c'est comme tout, mais souvent, on a ces capacités parce qu'il y a des notions entitaires autour de nous qui nous donnent aussi cette capacité. Des personnes qui vont nous dire, voilà, moi j'ai un canal et ce canal, c'est celui qui me permet d'accéder à ces informations. Ou alors j'ai ma grand-mère qui est toujours autour de moi et qui me protège ou qui me donne toutes les informations que les personnes elles doivent avoir. Et donc c'est là où je me dis, il y a un biais extérieur. Il y a un biais extérieur à soi. Il y a quelque chose en fait qui est en plus dans le registre mortuaire, qui est dans un registre entitaire et qui fait partie de ce monde astral dont je n'ai pas vraiment la maîtrise, mais on dit oui, mais quand je pose ma main, ça guérit. Ok, mais qu'est-ce que tu nourris? Qui est-ce qui te donne ce pouvoir? Qu'est-ce que tu alimentes en ça? Ça ne veut pas dire que c'est négatif et que c'est mauvais, mais le tout, c'est d'essayer de se poser la vraie question. Au fond, si on pousse l'idée, je me rends compte que pendant moi des années, j'ai développé des capacités extrasensorielles. Ok, ces capacités extrasensorielles, c'était celle de pouvoir guérir ou du moins apaiser les maux par mes mains. C'était de pouvoir avoir des informations par une intuition très poussée et très précise à partir du moment où je mettais mes mains sur la tête. C'était de pouvoir avoir des captations, voilà, tout simplement, des choses comme ça. Et rentrer dans une pièce, savoir qu'il y avait eu un drame là, un truc, un machin. Ça, c'est du sensationnel, c'est du fantastique, mais c'était lié à quoi? À mon besoin de reconnaissance. J'avais besoin d'exister et d'être quelqu'un à travers quelque chose que d'autres ne pouvaient pas avoir. Et ça me donnait énormément de pouvoir, mais ça ne voulait pas dire que je prenais le pouvoir sur les gens. Je n'étais pas quelqu'un de mauvais au fond, mais c'est juste que j'avais une méconnaissance. Et cette méconnaissance, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on venait me chatouiller la nuit quand je dormais. J'avais des rêves très particuliers, j'attirais des situations très dramatiques, j'avais des accidents, j'avais des trucs très particuliers. Et toutes ces choses-là, à un moment donné, on peut dire ce que l'on veut, et j'aurais pu dire, parce que je l'ai eu dire, ben oui, quand je fais le bien, on va essayer de m'empêcher. Mais c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand tu fais le bien, tu as animé de telles choses que s'il y a un drame à côté, c'est que vraiment il y a quelque chose que tu as fait faux, ou c'est que vraiment tu es pas dans quelque chose de bien. Tu dois attirer à toi des choses qui sont positives. Si tu fais le bien autour de toi et que tu attires des drames autour de toi, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça, il faut aller pousser l'idée. Et globalement et généralement, on a toujours à côté d'un médium un drame vivant pas loin. On a toujours à côté de quelqu'un qui est dans un côté énergétique et qui fait du bien à l'autre, une histoire morbide à côté. Et donc c'est là où si on est dans ce registre-là, c'est pas tant que je mets en garde, chacun fait ce qu'il a à faire, mais c'est de pousser l'idée. On ne doit pas être des moutons. On doit essayer de pousser l'idée, de se dire, mais finalement, qu'est-ce que je décide d'alimenter et qui est-ce que je décide d'être et de faire dans ma vie? On n'a pas besoin de mettre la main sur le genou de quelqu'un pour apaiser sa douleur. Mais la personne a besoin de comprendre sa douleur. Elle a besoin d'intégrer le processus de ce qui a amené la problématique au niveau du genou. Ne me sortez pas l'accident. Par rapport à ce qu'on a dit, on a attiré peut-être quelque chose. Mais cet accident a émis une problématique à un endroit très précis du corps. Et cet endroit très précis du corps, quand je pose la question sur la problématique, ça me donne une information exacte et précise. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une information autour de tout ça. L'information est prise, elle doit être intégrée. Ce processus d'intégration, c'est quoi? C'est un processus de pardon, d'acceptation. Mais attention, quand je dis acceptation, je ne dois pas accepter celui qui m'a mis des bouffes toute ma vie, mais je dois accepter la condition dans laquelle je suis aujourd'hui malgré ça.
Donc ça veut dire que mon passé est une opportunité. Mon passé est une opportunité pour faire quelque chose de différent aujourd'hui. Et ensuite, si j'ai bien fait le travail, le processus de pacification se met en place. Mais la paix, elle n'est pas là. Et pour comprendre la paix, il faut vivre le feu, il faut vivre la douleur, il faut le comprendre, il faut l'intégrer. Et à partir du moment où le travail est bien fait, il se pourrait que la paix puisse se mettre en avant. Deux fréquences primordiales dans la vie, l'amour et la peur. La peur va générer énormément de choses. L'amour va générer énormément de choses. Tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, si ça génère de la peur, c'est qu'il y a du travail, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Personne ne risque rien, sauf si on est dans une forme de méconnaissance. Si on est dans une connaissance pragmatique, concrète et qui fait du sens, à ce moment-là, en fait, la peur, elle n'a pas lieu d'exister. Si moi, je commence à avoir peur de fantômes de ci, de là, j'ai aucun... vous savez, c'est trop drôle, j'étais gamin, j'étais chez moi, on était en famille, et à un moment, en fait, j'ai un cousin qui était en train de fumer dehors, mais moi, je ne savais même pas qu'il fumait. Et on est une grande famille, hein. Et en fait, en gros, c'était de nuit et je vois un visage à travers la vitre, mais je vois pas trop. Et là, je me dis: «C'est quoi ce bordel?» Et je me dis: «C'est quoi ce que je suis en train de voir?» Je savais même pas que c'était lui. Et donc moi, je me suis imaginé qu'il y avait, je voyais un esprit, je voyais un truc, je voyais un machin et ça a généré un truc énorme en moi, une sorte de peur, de flip et ensuite, j'ai revu la tête parce que je suis allé voir quand même et c'était mon cousin et je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce que j'ai peur de ça?» Parce que c'est de la méconnaissance. Tu as peur de ce que tu ne connais pas. Tu as peur de ce que tu ne maîtrises pas. Je ne dis pas que je maîtrise aujourd'hui, mais tout ce que je sais, c'est que si tu es habillé de quelque chose qui fait du sens, si toute ta vie en fait va dans cette direction, ça ne veut pas dire que ma vie est bien, mais ça veut dire qu'en tout cas, j'essaie d'être au maximum honnête avec moi-même. Je ne peux pas être impacté, je ne peux pas être touché par des parasites, quels qu'ils soient extérieurs. Et si je suis touché, ça veut dire qu'il y a encore un message à prendre en compte. Donc c'est pour ça aussi que dans mon travail, je ne le mets pas trop en avant parce que sinon je vais attirer tous les loufoques de la planète, mais je travaille en tout cas sur cette notion de libération, je dirais, de problématiques vibratoires, entitaires et tout ça. C'est aussi le sujet. Et parfois, donc là, je vous parle du côté guérisseur, le guérisseur qui lui a des pouvoirs, mais on va dire d'un registre extérieur, d'un registre entitaire, mais il y a aussi la personne qui n'arrive pas à se réaliser parce qu'il y a quelque chose, on va dire, à côté, alimenté par toute une souffrance et douleur familiale et aussi de vie, qui fait qu'à un moment donné, malgré tout ce que j'ai pu faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Attention, en parlant comme ça, je ne veux pas déresponsabiliser les uns les autres. Parce qu'il faut quand même continuer d'essayer malgré ça. Et ne pas se dire oui, c'est parce que j'ai une petite entité, j'ai un fantôme là qui m'empêche de pouvoir me réaliser. Ça serait un peu malhonnête, je dirais. Mais voilà, c'est en ce sens que pour moi, on doit faire attention aux registres vibratoires et énergétiques. Et là, est-ce que j'ai répondu à la question? J'ai toujours peur de ne pas répondre aux questions parce que je m'évade vraiment. Dans ma tête, il se passe beaucoup de choses. On va dire que j'ai des problèmes, hein. Est-ce que vous avez des questions sur le registre, sur ce registre-là? Je pense que c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie parce que je ne suis pas arrivé. Tu vois? Si par exemple tu me dis, ça fait combien de temps que tu as appris la méthode? J'ai envie de te dire, je suis encore en train d'apprendre. Je suis encore en train d'apprendre parce que on a tout, on a des protocoles. On a un cycle 1, un cycle 2, un cycle 3, un cycle 4, et sûrement qu'il y a d'autres cycles qui vont venir. Mais là, par exemple, je suis en train d'enseigner un cycle 1 et un cycle 2, et il y a tellement à faire, il y a tellement à comprendre et à voir. Et moi, je me souviens que quand j'ai fait ces formations, moi, le premier, ben, je ne mettais pas en application. Et j'ai dû quitter l'académie, j'ai dû sortir de tout ça. J'ai dû à un moment donné arrêter tout ce que je faisais parce que ça me bouffait la tête. Et je ne comprenais pas. Et j'avais besoin de comprendre. Et j'étais dans mon conflit, et dans ci et dans là. Et il a fallu à un moment donné que je mette en application sur moi. Mais quand je dis mettre en application sur moi, c'est très, c'est pas très humble de parler comme ça. Mais quand je parle comme ça ne veut pas dire que je suis arrivé. Ça veut juste dire que je suis dans cette direction. Ça veut dire que si j'ai une problématique, je me pose la question. Je ne dois pas m'échapper. Je dois être dans ce que je fais. Et ça demande un travail qui est long. En tout cas, pour moi, ça l'a été. On va dire que je suis un mauvais élève.
J'ai été un mauvais élève en formation et je suis aujourd'hui encore un mauvais élève. Mais j'essaye d'être un meilleur élève, comprenez? Et ce que les personnes que j'instruis aujourd'hui, bizarrement, ce sont les mêmes que moi. Ce sont les mêmes personnes qui posaient des questions et qui cassaient la tête à l'enseignant. Et donc finalement, ben, j'ai envie de dire, c'est long. C'est long. Avant, j'aurais dit c'est à la portée de tout le monde. Oui, c'est à la portée de tout le monde. On est tous capables en fait de rentrer là-dedans, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a un tel sacrifice à faire. Et le sacrifice, moi j'appelle ça du sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est de perdre ce que l'on sait. Et perdre ce que l'on sait, ça peut être très douloureux en fonction de tout ce que l'on a pu vivre dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais si je te parle de façon pragmatique, j'ai repris les formations en 2017, je crois, 2016-2017. Parce qu'en fait, j'étais déjà formé avant, mais je suis né dans la famille. Mon père, lui, il a développé tout ça. Et donc, j'ai toujours été là-dedans. J'ai même été cobaye, quoi. Tout petit, j'étais cobaye, j'étais là. Sorti d'un parcours, de l'armée, il a fallu en tout cas que je fasse les choses différemment. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me refaire former et à pratiquer. Mais si j'essaye d'aller dans le sens de ta question, on va dire que je me sens légitime depuis, allez, on va dire, allez, 4-5 ans à tout péter. Et encore 3-4 ans. Donc j'ai mis bien peut-être, quand je suis rentré dans les formations, peut-être 2 ans ou je ne sais plus en fait, pour me sentir, on va dire, légitime. Mais à côté de ça, aujourd'hui encore, j'ai le doute. Aujourd'hui encore, j'ai le questionnement. Aujourd'hui encore, j'essaye d'aller gratter. La réponse vraie n'existe pas. Elle n'existe pas. Mais le tout, c'est si elle fait du sens à la personne qui vient en face de moi, eh ben, on va essayer de continuer dans ce registre-là. Et peut-être qu'une autre personne, elle me dira, écoute, tout ce que tu dis, c'est de la merde. Et je dirais, qu'il en soit ainsi, il y a encore du travail. Tu comprends? Donc, quand on rentre dans ce registre-là, j'ai envie de te dire, il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas que ça s'arrête, il faut toujours garder cette logique d'élève et d'étudiant. Et concrètement, ce n'est pas parce que je me place là, ici, aujourd'hui, que je sais plus de choses que vous. Sûrement, et s'il le faut, en tout cas, les personnes qui sont en face de moi ont beaucoup plus de choses à m'apprendre que moi à m'apprendre. Et je le sais parce que si j'ai une personne en séance, mon travail, c'est aussi de m'incliner face au livre, face à la connaissance qui est en face de moi. Je ne suis qu'un protocole qui va interpréter la connaissance face à moi. C'est uniquement ça. Et ça demande du travail, et je pense que c'est toute une vie. Jusqu'à même mon père qui lui, est encore élève, quoi. Il est encore élève et il est sur le point, en tout cas, de finaliser son livre. Et c'est un livre qui va sortir, je pense, peut-être courant septembre, un truc comme ça. Et c'est toute une étude de vie, quoi. C'est toute une étude d'une compréhension d'un être humain qu'il a sur les autres êtres humains. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est quelque chose qui est très vaste. Quand je suis en séance, souvent revient en fait le fait que je dis il serait intéressant que tu ailles questionner maman, il serait intéressant que tu ailles questionner papa. Et c'est hyper intéressant parce que on va dire oui mais maman me parle pas ou papa me parle pas ou ils m'ont jamais raconté. Et après une séance, il y a tout qui se déballe. Et ça c'est souvent. Ça c'est, je dirais pas à 100%, mais c'est pas à 100%, c'est aller à 60% qu'une personne en fait elle vient en séance et après il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais en vérité, c'était pas fermé. C'était juste que notre attention n'était pas portée là-dessus. Mon travail, c'est de remettre la conscience sur ce registre. Et pour moi, il est important, vous savez, c'est Amadou Ampateba qui dit que une personne âgée qui décède, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors la symbolique est un peu forte, mais c'est une réalité. C'est une réalité, donc si nos parents ont la connaissance, ou si nos grands-parents, arrière-grands-parents sont encore parmi nous, il serait intéressant de les questionner. Nous sommes en train de fanfaronner là, ici, mais peut-être que nos enfants, nos arrière-petits-enfants, ben en fait, ils ne sauront même pas ce qu'on était en train de faire là. Donc imaginez en fait dans le passé, il s'en est passé des choses, il s'en est passé des drames, il s'en est passé des douleurs. Et toutes ces douleurs, elles sont inscrites dans nos gènes. Je ne suis pas biologiste, je ne peux pas me permettre de parler comme ça, mais renseignons-nous, il serait intéressant de comprendre qu'il y a une résonance au niveau de notre structure physique, et cette résonance-là, elle n'est pas que physique. Ce n'est pas que les yeux bleus, les yeux marrons, tout ça, non. C'est aussi les émotions, c'est aussi les drames familiaux qui sont inscrits, mais qui sont dilués, bien entendu, sinon je serais post-traumatique de mon arrière-grand-père. Alors qu'en fait, non. Vous comprenez? La nature est très bien faite. Plus une famille souffre, et plus elle développe aussi sa capacité de résilience, sans rien faire.
Donc on se dit la nature est très très bien faite. Mais il y a quelque chose, c'est qu'au niveau générationnel, c'est comme si la douleur a envie de se répéter. Et il faut qu'elle s'installe dans la vie d'un individu pour qu'il y ait une répétition pour que ça recommence. Donc c'est intéressant. Est-ce que cette douleur est vivante? Est-ce que cette douleur est liée à une cristallisation, à une entité, à ce que l'on veut? Je ne sais pas. On peut pousser l'idée. Mais c'est un sujet où on pourrait vraiment développer et comprendre qu'au niveau générationnel, transgénérationnel, on a énormément d'informations et il serait plus que pertinent de questionner les bibliothèques qui sont nos parents et de les remettre aussi au goût du jour parce que souvent, par nos vécus, on a du mal à laisser la position de papa comme étant notre papa et de maman comme étant notre maman. Et pourtant, on crie le fait de ne pas avoir de maman ou de ne pas avoir de papa, mais on ne leur laisse pas l'opportunité d'être ce qu'ils sont. Et donc, laissons-les aussi nous donner le conseil. Laissons-les, en fait, nous donner l'information, même si, des fois, on n'est pas forcément d'accord. Et c'est là où, en fait, c'est un gros travail d'introspection, un gros travail de fond, où on ne doit pas laisser son ego, parce que peut-être que je m'évade et que vous ne comprenez pas, mais j'espère que vous le comprenez, c'est que des fois, avec notre famille, on n'est pas tolérant. On n'a pas de temps. On a du temps avec un inconnu, on est tolérant, mais avec notre famille, on leur rentre dedans tout de suite, quoi. Et donc, c'est là où ça ferme aussi la porte. Et donc, c'est pour ça que, je le redis, ce serait pertinent de faire communiquer, en tout cas, tout ce qui se passe au niveau familial, d'avoir toutes ces informations. Si je comprends, en fait, ce que je t'ai dit, c'est que une information négative de ta vie, ça a été une opportunité pour toi de pouvoir comprendre la voie et de comprendre, en fait, où est-ce qu'il ne faut pas que tu ailles, où est-ce qu'il faut que tu ailles. Totalement. Et c'est là où, en fait, j'en rejoins au moteur. C'est que ton moteur, en fait, il est légitime. Tu as souffert et ça a fait la personne que tu es aujourd'hui. Mais ne garde pas ce moteur. À un moment donné, il faudra que tu le mettes au bord de la route et continuer ta route, mais sur un moteur plus joyeux et plus lumineux. Tu comprends ? C'est important. La notion de moteur, j'en parle souvent, mais c'est très important. Il y a un truc, en fait, où il y a des personnes qui viennent me voir au cabinet, des fois, ils me disent « Je viens te voir parce que je ne veux pas que mes enfants répètent. » Je leur dis quelque chose qui ne les rassure pas au premier abord. Sois sûr que toutes tes douleurs et les douleurs de ton passé, tu vas les léguer à tes enfants. Sois sûr. Il faut que tu en sois sûr. Tu vas léguer à tes enfants toute ta merde. Tu vas leur léguer. C'est comme ça, c'est factuel, c'est comme ça. Mais tu vas leur léguer de façon diluée. Tu ne vas pas leur donner 100% de ta douleur, mais c'est une souffrance diluée qui sera en fait léguée. Mais il y a un truc qui est différent. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est que oui, tu lègues, mais par contre, tu seras là pour accompagner cet enfant. Tu seras disponible pour que l'enfant, en fait, quand il va répéter, ou s'il ne répète pas, mais qu'il soit susceptible de répéter, tu seras là pour l'accompagner. Vous savez, il y a en escalade, en bloc, on assure une personne, on l'assure sans la pousser. On met les mains comme ça, et si elle tombe, on l'accompagne au sol. Donc je ne fais pas le travail pour elle, je ne la pousse pas, je suis juste là au cas où, je suis là. Et ensuite, si elle tombe, hop, je l'accompagne au sol. Mais en tout cas, elle doit goûter le sol. Tant qu'elle ne goûte pas le sol, elle ne peut pas savoir comment est-ce qu'on doit marcher. Ma petite, c'est sûr que ça va être difficile, mais il faut qu'elle apprenne à marcher. À un moment donné, elle va tomber. Et elle va tomber plusieurs fois. Mais c'est parce qu'elle goûte le sol. La symbolique est très importante, parce qu'elle goûte le sol qu'elle pourra comprendre. Mais dans ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment souffrir. Il ne faut pas souffrir pour pouvoir être bien. Il faut comprendre en fait l'inconfort. Il faut être ensuite confortable avec cette idée-là, que je vais peut-être vivre l'inconfort et développer ma capacité d'adaptation. Développer sa capacité d'adaptation, c'est totalement différent de projeter mes peurs, de projeter mes douleurs, de projeter le négatif. C'est développer ma capacité d'adaptation en disant que tout ira bien parce que je vais faire le nécessaire. Et que quoi qu'il arrive, même si je ne sais pas ce qui va se passer, je saurai en fait. Je saurai parce que je suis dans ce processus d'évolution et de compréhension. Donc pour moi, les enfants, on leur lègue les problématiques. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans une fratrie, je vais avoir des enfants totalement différents. Un qui ressemble plus à papa, un qui ressemble aux deux, un qui ressemble plus à maman. Ça, c'est Smarties, c'est comme une boîte de chocolat, là, c'est la même chose. Et c'est de la génétique. Qu'est-ce que moi, je suis quoi? On ne peut rien faire en fait avec ça. Mais par contre, on a une information. C'est qu'est-ce que l'enfant ensuite va faire avec cette information. Et de là, on se rend compte que, admettons, dans une fratrie,
tout le monde, en fait, on leur donne de l'amour, on leur donne vraiment de belles choses, mais tu as un enfant qui, lui, il sent l'abandon, il sent le manque de considération. On ne le voit pas, mais pourtant tout le monde le voit, mais il a besoin de vivre son information. Et pour vivre cette information, malheureusement et heureusement, il a besoin peut-être d'être plus rassuré, cet enfant, mais il faut lui parler. Et c'est pour ça qu'en fait, je dirais, si on doit parler aux enfants, on doit parler aux adultes aussi, mais avec les bons mots, et pas avec des poisons qu'on nous rentre dans la tête en nous disant réaligne tes chakras et ça ira mieux. Pour moi, ça, c'est trop léger. C'est trop léger et la profondeur n'y est pas. C'est juste, mais c'est trop léger parce qu'il me faut de la compréhension derrière. Et donc voilà, c'est pour ça que le générationnel est très important. Si en tout cas ça te fait du bien, continue ce travail-là parce que c'est de la connaissance. Et cette connaissance, si elle peut t'emmener de la paix, c'est ça la direction. La direction, c'est d'accéder à la paix. À partir du moment où tu es en paix, ou du moins tu vas dans cette direction, tes cellules vont répondre à ce registre-là. Mais il est important de comprendre que les émotions répondent, ou en tout cas ont une influence sur les cellules. Donc, ça veut dire que si déjà, moi, je travaille sur mon bagage générationnel et toutes les informations passées, je les ai, elles sont inscrites, c'est comme un tatouage. J'ai parlé de ça à une personne que j'ai eue là en séance. Si j'ai le tatouage d'une ex là qui est là, ici, le tatouage il est là. L'information, je ne pourrais pas l'enlever, mais ça va me faire chier. Ça va être compliqué. Vous comprenez? Même si j'enlève, on va dire, je fais je ne sais pas comment on appelle ça là, mais j'enlève, mais je saurais que c'était là. Vous comprenez? Donc le passé est le passé. Mais maintenant, il faut que je me pacifie avec ça. La personne que je suis, c'est aussi ça, c'est aussi tout ce que j'ai en fait en moi. Donc il ne faut pas, au fond, se focaliser sur ce qui fait du mal, mais utiliser, on va dire, toutes nos douleurs passées et comprendre en fait la personne que je suis devenue aujourd'hui. Est-ce qu'elle fait du sens? Est-ce qu'elle me plaît, cette personne? Est-ce que quand je me regarde dans la glace, j'ose me regarder? Est-ce que j'apprécie la personne que je suis? Est-ce que quand je m'entends en vidéo sur Instagram, j'aime bien ma voix? Ou est-ce que je ne me supporte pas? Si je ne me supporte pas, il y a un travail à faire. Vous comprenez? On doit partir sur l'acceptation de son être dans sa globalité et indépendamment même de tout ce qui se passe au niveau générationnel. Ensuite, à mes enfants, je leur donnerai cette direction de tout ce travail qui est là. Et ça va faire que ça va estomper, mais attention, ça va faire que ça ne va pas répéter à un moment donné. Il n'y aura pas de raison que ça se répète. L'objectif, si on pousse l'idée, les enfants doivent être le résultat de notre travail. Mais attention, ça ne veut pas forcément dire que parce qu'il y a un problème, que nous sommes un problème. Non, ça veut peut-être dire aussi qu'ils sont venus sur cette planète pour une raison et qu'ils ont quelque chose à comprendre. Et c'est en ça que je ne veux absolument pas non plus culpabiliser les parents et dire que des fois, on vit aussi ce que l'on doit vivre pour une raison. Et vivre, en tout cas pour moi, avec la compréhension de ce qui s'est passé dans notre passé, c'est savoir accepter l'histoire, la comprendre, l'intégrer, la pacifier pour nous, comprendre peut-être qu'il se pourrait qu'un enfant répète, mais que ce n'est pas sûr parce que c'est de la génétique et que c'est, je dirais, la roulette russe, mais ce n'est pas la roulette russe, c'est les dés, ok, c'est les dés. Ce n'est pas nous qui jetons les dés, on ne sait pas. Vous savez, ces personnes qui veulent que leurs enfants ils aient les yeux bleus. Putain, c'est compliqué cette histoire. Ils vont faire un truchement pour que dans l'ADN il y ait les yeux bleus. Putain, j'ai envie de dire, on joue à quoi là? C'est quoi? C'est de l'immaturité pour moi. C'est de l'immaturité, mais bon, après ça c'est encore un autre sujet. C'est un jugement et je ne devrais pas. Mais voilà. Ça va? Pour moi, en fait, quel que soit le travail, si c'est sur de la compréhension de l'être humain, de soi, et pour accéder à plus de paix, il faut y aller, il faut prendre cette direction-là. C'est une direction qui, pour moi, est juste et apaisée et qui va nous amener, en tout cas, beaucoup plus de sérénité et d'attirer à nous aussi des choses qui font du sens. Je vais finir aussi sur cette notion-là. Si tu fais un travail dans ta vie qui ne fait pas de sens et qui t'emmène à avoir des angoisses, des peurs et ainsi de suite, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas bon ou c'est pas bien ce que tu fais, mais ça veut dire qu'il se pourrait qu'il faille se poser certaines questions. Et toutes ces questions-là sont pour moi très essentielles. C'est des questions de qu'est-ce qui fait du sens. Est-ce que si c'est la fin du monde de demain, je voudrais garder ce travail-là? Est-ce que c'est primordial pour moi? Des questions à la con, mais en fait, finalement, si je meurs dans une semaine, qu'est-ce que je décide de faire?
Si mon travail il fait du sens, je continuerai. Moi, je ne vais pas vous mentir, si demain, on me dit, dans un mois, je vais mourir, ok, peut-être un médium que je rencontre qui me dit ça gentiment, je vais mourir dans un mois, ben en fait, ce que je fais là et ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, pour moi, ça fait du sens. Et pourtant, je suis au travail là. Je suis en train de travailler. Donc, c'est là où ça a été dur et ça a pris du temps. Mais tout ce que je fais aujourd'hui, que je mets en place, c'est en résultat de tout ce que j'ai, en tout cas, travaillé sur moi. Quand vous voyez, on va dire, quelqu'un en tout cas qui est dans ces compréhensions-là et qui peut-être un thérapeute ou peut-être tout autre, il ne faut pas oublier aussi tout le bagage qu'il y a derrière. Ça veut dire que la formation d'une personne, ce n'est pas que ça, c'est aussi la vie d'un individu. Et c'est pour ça qu'en fait, là où j'ai envie de vous emmener à essayer de faire un lien avec tout ça, c'est n'oubliez pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas le métier que vous faites, vous n'êtes pas la maman d'eux, vous n'êtes pas l'ami d'eux, vous n'êtes pas la conjoint, le conjoint, le ci, le là, vous n'êtes pas tout ça. Ça, c'est des histoires d'identification. Mais c'est qu'est-ce que vous avez envie d'être. Et n'oubliez pas que tout votre passé, c'était ça la formation. C'est à partir du moment où tu es né et à partir du moment où ta conscience est installée, c'est de là en fait que ta formation aussi elle commence. Donc tout ce que vous avez vécu de bien ou de mal a fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Si vous décidez d'alimenter la peur, ça veut dire que c'est une peur en conscience. Si maintenant c'est une peur parce que vous ne savez pas pourquoi, allez chercher la conscience, allez chercher la connaissance en fait. Comprenez? Donc ça veut dire que en gros, le bonheur est un choix, le malheur est un choix, et je sais qu'en parlant comme ça, je peux heurter. Et ça, c'est une réalité. Parce qu'en fait, on va dire, oui, mais j'ai attiré, je suis dans ça, je suis ici, je suis là. La vie, c'est de la magie. La vie, c'est pas on n'est pas un bout de viande, on n'est pas que du matériel, on est plein de choses et plein d'informations qui, des fois, en fait, nous dépassent. Donc, voilà, je pense que ça va aller pour ce soir. J'espère en tout cas que j'ai pas trop bouleversé certaines croyances, que si à un moment donné certaines personnes ont pu se sentir heurtées, parce que je sais ça peut arriver, ne le voyez pas mal. Je ne pense jamais que quelque chose n'est mauvais. Je pense qu'on alimente des choses qui nous font du mal et qui peuvent être toxiques. Et il faut aller gratter. On ne doit pas rester dans l'inconnu. On doit à un moment donné essayer de pousser l'idée. Donc voilà. Si à un moment donné, vous avez des questions, quelles qu'elles soient, à l'extérieur en tout cas de cette conférence, n'hésitez pas, venez vers moi. Ce sera un plaisir en tout cas de pouvoir communiquer autour de tout ça. Et en attendant, je vous souhaite de pouvoir développer une connaissance, mais une connaissance de cœur, une connaissance lumineuse, une connaissance qui fait du sens et qui vous emmène à l'introspection personnelle. Parce que vous êtes le maître de votre destin. Et uniquement vous, vous êtes le maître de votre destin. Ce n'est pas quelqu'un qui doit faire le travail pour vous. Mais on peut nous aider. On peut faire ce truc-là. Ça peut être intéressant. Moi, on m'aide. Je ne suis pas tout seul dans le game. On est en équipe. On n'est pas seul. Et de là, la phrase « on est ensemble ». Hein, pour les personnes qui connaissent. En tout cas, merci beaucoup pour cette écoute. J'espère que ça va faire fructifier certaines choses. Et voilà. Bon appétit et belle soirée. Et merci à vous. C'est cool. Merci, merci.